Bonjour et merci d'avoir invité pour présenter aujourd'hui. Alors, je présente sur la recherche participative au service d'une éthique de l'enfance en pédopsychiatrie. Donc, plus précisément, je vais vraiment présenter mon travail de doctorat que j'ai fait, qui était sur la gestion de crise avec les enfants en pédopsychiatrie, où est-ce que j'ai vraiment regardé une question d'enfant comme objet de soin ou agent moral. Donc, pour le plan de présentation, je vais d'abord décrire le concept d'agentivité chez les enfants. En anglais, on parle de agency. C'est une façon de le traduire en français, qui se par l'agentivité, et discuter de son applicabilité à la santé mentale des enfants. Ensuite, on va vraiment examiner la méthodologie de recherche qui a été développée pour pouvoir étudier ce concept-là dans un milieu de soins, pour après ça vraiment comprendre les expériences des enfants en lien avec la gestion de crise dans un milieu de pédopsychiatrie. Donc, vraiment regarder tous les résultats de cette étude-là qui a été faite et d'explorer certains défis éthiques en lien avec l'agentivité des enfants en pédopsychiatrie. Donc, tout d'abord, à propos de mon expérience clinique, alors j'ai travaillé comme infirmière en milieu de soins spécialisé avec les enfants, les adolescents en pédopsychiatrie. Et aussi, j'ai travaillé comme ce qu'on appelle conseillère cadre au Québec, donc vraiment comme infirmière en pratique avancée dans les milieux de soins avec adultes, mais aussi avec les enfants. Et c'est vraiment à travers toutes ces expériences cliniques-là que j'ai moi-même vécu, où j'ai été témoin de problématiques éthiques qui survenaient, puis là, qui a amené à mon désir de vouloir poursuivre des études doctorales pour pouvoir aborder certaines de ces problématiques-là, mieux les comprendre, puis voir comment on pourrait faire aussi de façon peut-être différente pour pouvoir aborder toutes ces problématiques-là qui sont vécues dans les milieux de soins. Donc, tout d'abord, à propos des mesures de contrôle en pédopsychiatrie, par mesure de contrôle, j'entends tout ce qui est contention et isolement. Bien, on voit qu'il y a une plus grande prévalence selon les écrits là, avec les enfants qu'avec les adultes. Alors, c'est estimé que ce serait 5 à 6 fois plus utilisé, ces mesures-là, avec les enfants que les adultes, et principalement en raison d'un refus pour un enfant de respecter une demande et non nécessairement pour une raison de sécurité, ce qui est vraiment une différence qu'on voit avec les milieux plus pour adultes maintenant. Puis quand on sait qu'il y a plusieurs effets négatifs liés aux mesures de contrôle, les traumas, les lésions physiques et même certains cas de décès, de mort, bien, on voit que déjà ça met en relief là, certaines questions en lien avec pour quelles raisons ce serait employé, puis c'est vraiment pour les employés en raison du refus d'une demande, ou c'est vraiment, on devrait y aller pour une raison de sécurité, comme qu'est-ce qu'on voit avec les adultes. Alors, par rapport aux mesures de contrôle au Québec, ici, c'est les mesures qu'on peut employer avec les enfants de 12 ans et moins. Donc, la salle d'isolement, puis la contention humaine, donc vraiment la contention physique là, qui est faite par une personne. Et comment qu'on le définit au Québec, c'est que c'est l'emploi de la force, de l'isolement ou de tout moyen mécanique ou toute substance chimique qui ne peuvent être utilisées comme mesure de contrôle que pour l'empêcher la personne de s'infliger ou d'infliger à autrui des lésions. Donc ici, on voit que c'est vraiment très clair au Québec dans la loi que c'est censé être pour empêcher des lésions et aussi que l'utilisation d'une telle mesure doit être minimale et exceptionnelle et doit tenir compte de l'état physique et mental de la personne. Par contre, beaucoup des gens dans les milieux cliniques disent que ça s'applique pour les adultes, mais qu'avec les enfants, c'est comme si on était dans un autre cadre de pensée et que ça ne s'appliquait pas de la même façon. Alors maintenant, on va aller plus en détail par rapport à vraiment qu'est-ce qui a été fait dans l'étude, puis l'analyse de concept et de façon plus précise que j'ai menée dans le cadre de mes études doctorales. C'était vraiment pour vous donner juste un peu un aperçu au Québec là, de l'état des choses pour les mesures de contrôle avec les enfants. Donc, pour l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'examiner l'expérience morale entourant la gestion de crise. C'est que par gestion de crise, j'entends vraiment quand il y a une situation qui pourrait mener éventuellement à l'emploi de mesures de contrôle. Puis en fait, au début, je parlais vraiment de mesures de contrôle dans ma question, mais c'est avec des rencontres consultatives avec des enfants, des membres du personnel, puis des parents, qui m'ont dit que dans le fond, pour eux, ce serait plus intéressant de voir vraiment comment toute situation de crise est gérée, même si ça ne mène pas à une mesure de contrôle, pour mieux comprendre justement qu'est-ce qui pourrait les prévenir aussi. Puis ensuite, j'ai aussi regardé tout ce qui était les pratiques, les structures et les normes institutionnelles qui étaient en place en lien avec la gestion de crise. Donc, pour le milieu de recherche, j'ai fait l'étude dans un hôpital de jour pour enfants en pédopsychiatrie.
Alors, c'est un programme où est-ce que les enfants peuvent aller pendant la journée au lieu d'aller à l'école. Alors, c'est vraiment quand le réseau scolaire considère que pour eux, c'est trop difficile de pouvoir s'occuper de l'enfant dans le cadre scolaire, ils peuvent être admis dans ce milieu-là pour une certaine période de temps. Donc, c'est pour les enfants qui ont des problèmes sévères de comportement, par exemple, un trouble de déficit d'attention, hyperactivité, trouble d'opposition, provocation, trouble disruptif de dérégulation émotionnelle. Souvent, ils ont plus qu'un trouble aussi là, quand ils se retrouvent dans un programme comme un hôpital de jour. Et pour l'équipe soignante, ben, c'est une équipe interdisciplinaire, infirmières, psychiatres, psychoéducateurs, psychologues, des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, art thérapeutes, musicothérapeutes, enseignants. Donc, les enfants reçoivent quand même 2 heures d'école par jour, puis le reste, c'est plus des activités en groupe, des thérapies, puis tout ça pour aborder les différentes problématiques. Pour le déroulement de l'étude, donc j'ai été sur le terrain pendant 5 mois. Je vais présenter après là, toute la méthodologie de façon plus détaillée. Il y a 12 enfants qui ont participé au projet sur 24 qui faisaient partie de l'unité. 10 membres du personnel et 4 parents. Alors, je prenais des notes de terrain à chaque jour après avoir fait des observations pendant que j'étais là pour écrire aussi mes réflexions. J'ai fait des entrevues informelles, des entrevues semi-structurées et j'ai aussi regardé toute la documentation clinique en lien avec ça. Donc, maintenant, pour le cadre conceptuel et méthodologique, alors, j'avais différents cadres que j'ai employés puis que j'ai combinés ensemble pour pouvoir mener cette étude-là pour vraiment aborder la question de recherche. Donc, pour le cadre moral, c'est l'herméneutique que je vais présenter juste après. Alors, je vais aller un à la fois. Il y a l'approche de recherche qui était vraiment participative et le cadre méthodologique, donc herméneutique avec une ethnographie ciblée. Puis, il y a un concept clé pour moi que j'ai présenté un peu au début qui est l'agentivité. Alors, pour commencer, je vais vraiment cibler sur ce concept-là et montrer comment que je l'ai développé pour pouvoir l'intégrer à ce projet de recherche. Donc, j'ai fait une analyse de concept de l'agentivité chez l'enfant. Alors, l'agentivité, c'est souvent présenté en opposition directe avec la norme de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, ce qu'on voit, c'est que les enfants sont considérés comme ayant besoin de mesures de protection dans leur intérêt supérieur, jusqu'à ce qu'en fait, ils acquièrent la capacité d'agir en tant qu'agent. Donc, ils puissent prendre des décisions pour eux-mêmes, puis agir en tant qu'agent. Et la nécessité de concilier ces points de vue-là pour l'intérieur, pour quand on regarde l'intérêt supérieur des enfants, ça peut coexister. C'est mis de l'avant, en fait, dans certains domaines, en particulier dans les études interdisciplinaires de l'enfance, qu'on peut voir que le meilleur intérêt est mis avec l'agentivité, puis les deux pourraient être vus ensemble et non pas comme distincts. Donc, dans ce cadre-là, j'ai décidé de faire cette analyse de concept pour vraiment examiner comment l'agentivité des enfants est conceptualisée dans la littérature en santé. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans tous les écrits vraiment pour essayer de voir comment est-ce qu'on conceptualise ce concept-là pour à la fin arriver à une définition que je pourrais employer dans le projet de recherche. Alors, certaines des questions qui ont guidé cette analyse-là, c'était comment le concept d'agentivité est devenu associé aux enfants dans la littérature en santé, quels sont les contextes socioculturels et juridiques qui entourent ce concept-là et quelle est la signification de l'agentivité chez les enfants. Donc, pour l'approche méthodologique, pour ça, c'est que j'ai employé l'approche évolutive de Rogers, qui est une approche sur laquelle un concept n'est pas considéré comme statique, mais qui peut vraiment évoluer dans le temps. Donc là, j'en suis arrivée avec une certaine définition du concept qui reflète l'évolution jusqu'à maintenant, mais ça pourrait être amené à changer aussi. Il y a 45 articles qui ont été inclus dans l'analyse, dans lesquels ils référaient en santé au concept d'agentivité chez l'enfant. Ensuite, j'ai fait une extraction de données avec les questions directrices, puis fait une analyse inductive à partir de tout ça pour vraiment rassembler puis trouver les grands thèmes de comment que ce concept-là est apparu puis a évolué là, dans la littérature. Donc maintenant, je vais présenter les résultats. En fait, c'est qu'il y a 4 grandes catégories que j'ai identifiées. La première, c'est l'agentivité d'auto-soin. C'est là qu'on voit ce concept-là d'agentivité chez les enfants apparaître dans la littérature en santé. C'est vers la fin des années 1980 là, qu'on voit ça ressortir. Puis, c'est l'agentivité, en fait, d'auto-soin. Ça vient d'Oren, qui est dans la littérature infirmière, qui est une théoricienne en sciences infirmières.
Puis, elle définit l'agentivité comme étant la capacité à prendre soin de soi afin d'améliorer le traitement et de prévenir la maladie. Et dans cette définition-là, ça ne s'appliquait pas tant aux enfants, mais aux soignants qui assurent les soins personnels des enfants. Donc, c'était la capacité d'agentivité de prendre soin de soi et prendre soin de ses enfants, en fait, qui entrait dans cette définition-là. Alors là, on voit qu'on n'était pas encore dans l'agentivité de l'enfant même, mais c'était quand même très lié aux enfants parce que c'était comment qu'on pouvait prendre soin d'eux. Ensuite, il y a la perspective développementale qui a vraiment pris le dessus à partir tournant des années 2000, essentiellement par des auteurs américains. Puis la définition, c'était d'être l'agent causal de sa propre vie. Donc là, c'était d'être capable de subvenir à ses propres besoins, être capable d'orienter les possibilités futures. C'est que là, la prise de décision commençait à faire partie là, du vocabulaire qu'on voyait. Il y avait aussi une confiance dans la capacité d'organiser et d'accomplir certains comportements de santé. Et puis là, on voit que l'enfant existe en tant que personne dans ce cadre-là et développe progressivement une plus grande agentivité liée à lui-même, mais c'est pas, on ne considère pas que l'enfant en aurait une depuis sa naissance, par exemple. C'est vraiment que graduellement, ça peut se développer. Puis rendu adulte, l'enfant devrait, selon cette perspective-là, avoir finalement de l'agentivité. Il y a une autre perspective qui est arrivée, qui a coexisté un peu avec la perspective développementale aussi, qu'on voit encore aujourd'hui, en fait, autant développementale que celle-ci, qui est les enfants comme des agents de changement. Puis cela, c'est vraiment à partir du début de 2005 qu'on voit plus ça dans les recherches en santé publique. Et là, dans cette perspective-là, les enfants ont le potentiel d'être des acteurs de promotion de la santé qui peuvent agir dans des structures sociétales plus larges et qui sont des bénéficiaires actifs des soins. Alors là, on voit vraiment une capacité à s'engager chez les enfants avec des connaissances, des compétences en matière de santé, toujours selon le milieu puis la société. Puis là, ils jouent un rôle actif dans la satisfaction de leurs propres besoins de santé, puis ils peuvent aussi influencer les choix des autres concernant les comportements de santé, souvent via leur famille et aussi leur communauté. Et là, on voit que cette capacité-là n'était pas décrite comme étant liée à l'âge du développement. Alors là, on voyait un petit changement qui s'opérait ici. Puis là, la dernière perspective, c'est vraiment les enfants comme des agents sociaux à partir d'environ 2010 que c'est arrivé. Puis c'est vraiment dans ces études interdisciplinaires de l'enfance qu'on a vu ça plus ressortir. Et là, on voit que c'est la capacité des enfants à agir délibérément, à parler pour eux-mêmes et à réfléchir activement sur leur monde social, façonnant de par là leur propre vie et celle des autres. Et puis là, selon cette perspective-là, plusieurs formes d'expression peuvent être utilisées pour parler de soi, y compris la parole, mais aussi les expressions corporelles. Alors, ça ne va pas nécessairement être toujours dit de façon distincte par le langage. Et la capacité des enfants à mettre en œuvre l'agentivité ne dépend alors pas des adultes en tant que facilitateurs. Les enfants l'ont vraiment à partir dès qu'ils peuvent s'exprimer, donc même de très, très tôt. Et selon cette perspective-là, c'est que les enfants peuvent contribuer quand même à leur monde social et à façonner leur propre vie. Puis là, c'est cette définition-là que finalement j'ai adoptée par la suite là, pour développer tout mon projet. Alors, pour le cadre conceptuel et méthodologique, on va poursuivre. C'est que là, je vous ai parlé vraiment du concept clé de l'agentivité. Maintenant, on va aller plus dans l'herméneutique. Alors, pour l'herméneutique, c'est vraiment le cadre qui réfère à l'interprétation. Donc, on voit que la vie humaine est comprise toujours par interprétation. Alors, chaque fois que l'être humain regarde quelque chose autour de lui, il y a toujours une interprétation qui se fait de ce qui est vu, de ce qui est compris autour. Alors, notre compréhension des choses devient ancrée dans un contexte socio-historique et culturel qui est plus large que la personne elle-même, dans lequel tout ce sens-là est enraciné. Puis ça devient très important parce que là, c'est que ce qui est juste ou ce qui est bien, c'est toujours lié à ce contexte-là dont la personne n'est pas toujours consciente. Alors, parfois, ça peut être que c'est des normes qui sont en place depuis longtemps. Personne ne réfléchit vraiment à l'origine de ces normes-là, pourquoi elles ont été mises en place, mais les gens agissent d'une certaine façon dans ce contexte-là, selon ces normes-là qui ont été ancrées et là depuis longtemps dans les pratiques. Alors, il y a un imaginaire social qui est créé
de par ce contexte socio-historique culturel-là, puis quand tous les gens partagent cette même vision-là, ben, ça devient une compréhension commune qui est partagée par un grand groupe. Puis c'est ce qui rend possible, en fait, des pratiques communes, puis un sentiment de légitimité qui est largement partagé. Puis ça, c'est tout basé principalement sur les écrits de Charles Taylor. Et cette idée d'imaginaire social-là, lui, il l'appliquait davantage comme dans la société des États, par exemple. Mais là, pour moi, c'était d'appliquer ça dans un milieu de soins aussi pour voir c'est quoi cette compréhension commune-là, c'est quoi ce contexte commun qui est là, qui est partagé par le groupe, puis qui permet de finalement légitimer certaines pratiques cliniques qui sont en place. Ensuite, pour l'approche de recherche, alors c'était vraiment une approche participative. Qu'est-ce que la recherche participative? Une définition que j'aime bien ici, c'est une investigation systématique avec donc un projet de recherche en quelque sorte, avec la collaboration des personnes concernées par la question étudiée à des fins d'éducation et d'action ou de changement. Alors pour moi, c'était vraiment dans l'idée d'impliquer les acteurs clés, les personnes qui étaient concernées par les questions de recherche, donc les enfants, les parents, les intervenants, pour essayer vraiment de voir comment est-ce qu'on pourrait mieux comprendre et éventuellement changer les choses aussi là, dans le milieu de soins. Alors, c'est une approche de recherche qui peut être utilisée avec plusieurs différentes méthodologies. Donc, ça peut être qualitatif, quantitatif, mixte, mais ça vient comme s'ajouter à la façon dont la recherche va être développée. Alors, les humains sont perçus dans ce cadre-là comme des agents pouvant agir, parler d'eux-mêmes, réfléchir à leur vie, à leur monde social et façonner leur vie et celle des autres. Alors, pour moi, ça rejoignait vraiment là, la définition d'agentivité aussi que j'avais à l'intérieur du projet. Donc, le rôle du chercheur, ça devient de développer un partenariat avec les parties prenantes et de reconnaître les différentiels de pouvoir qu'il y a en place pour voir comment ça affecte le processus de recherche. Par exemple, à qui appartiennent les données, comment les gens sont représentés, comment les pratiques sont interprétées, et de vraiment essayer d'aborder tout ça en même temps qu'on développe le projet de recherche, puis ensuite qu'on le mène. Et puis, ces approches-là ont vraiment été développées pour prévenir ce qu'on appelle la recherche hélicoptère. C'est que, par exemple, au Québec, ça arrivait fréquemment par le passé que des chercheurs pouvaient partir en hélicoptère dans le Grand Nord pour aller faire des projets avec les communautés autochtones et aller collecter des données pendant quelques semaines. Et ensuite, ils revenaient dans les grands centres, dans les grandes villes. Puis, les gens des communautés au Nord n'avaient pas aucun retour sur ce qui s'était fait. Et on n'entendait jamais parler ensuite de la recherche, puis ça n'amenait rien non plus pour le milieu. Donc, c'était vraiment une approche qui a été développée pour essayer d'aborder ça, puis finalement de travailler en collaboration avec les parties prenantes pour que la recherche soit pas juste aller cueillir des données, retourner, puis que les gens n'entendent plus jamais parler. Alors maintenant, je vais passer plus précisément à comment le projet de recherche a été mené. Donc, tout d'abord, pour revenir sur l'approche participative, alors pourquoi avoir employé une approche participative dans ce projet-là? Bien, pour moi, c'était pour développer des connaissances pratiques dans le but d'apporter un changement, mais aussi de prêter attention à la voix des enfants qu'on ne reconnaît pas beaucoup quand on souvent développe un projet. Alors, on va faire des études avec des enfants, mais ils ne vont pas nécessairement être là dans le processus de recherche pour faire partie de certaines des décisions. Donc, de reconnaître qu'il y a un différentiel de pouvoir, puis d'essayer de voir comment on peut les inclure davantage. Alors, les différents partenaires au projet, il y avait les enfants qui sont les bénéficiaires directs des soins, puis le groupe considéré plus marginalisé dans ce cas-ci, étant donné que d'habitude, ils ne font pas partie de ces décisions-là. Les parents qui sont les responsables légaux pour les enfants, puis qui donnent leur autorisation à ce qui se passe dans les milieux de soins aussi, pas toujours de façon explicite, mais quand même de façon aussi, le consentement explicite et implicite. Le personnel soignant, qui sont les utilisateurs de connaissances, puis ceux qui fournissent les services et qui sont responsables pour les soins. Puis ensuite, il y avait les gestionnaires qui étaient impliqués dans les changements de pratiques institutionnelles. Alors là, j'ai développé un comité consultatif pour le projet, dans lequel, par contre, les gestionnaires ne faisaient pas partie pour toutes les rencontres qu'on a eues pour discuter des aspects du projet, juste étant donné qu'ils me disaient qu'ils n'étaient pas assez disponibles pour ça, mais qu'ils voulaient continuer à être au courant de ce qui se passait, puis être informés. Tandis que les enfants, parents, personnels soignants contribuaient vraiment à certaines des décisions clés plus en lien avec le projet. Donc, le comité consultatif a aidé à façonner la question de recherche. Donc, comme je disais au début, moi, j'avais mesure de contrôle. Eux ont décidé qu'on aille plus vers l'aspect de gestion de crise plus large. Ils ont contribué à décider à la méthodologie aussi.
Donc, j'avais déjà une idée de comment je voulais faire avec une ethnographie, mais eux, c'était vraiment de m'aider à voir, OK, comment est-ce que cette méthodologie-là va pouvoir être concrétisée dans le milieu de soins, puis comment vraiment opérationnaliser toutes les étapes de recherche. Ils ont contribué aux décisions par rapport à la collecte de données, par exemple, et aussi à l'interprétation des résultats de l'étude. Aussi, ont aidé à rédiger le message, participer au plan de diffusion. Donc, juste en demandant, par exemple, qui devrait entendre parler de ces résultats de recherche-là. Puis ensuite, pour appliquer les résultats à la pratique éventuellement. Donc, pour les différentes étapes, c'est ça, ils ont été impliqués par rapport à l'observation participative, donc décider quels sont les moments pour observer sur l'unité. Par exemple, il y a des enfants qui me disaient il y a tout le temps des crises qui arrivent pendant les repas au dîner, donc il faut vraiment que tu viennes observer pendant ces moments-là. Ensuite, pour les entrevues, c'est qui que je devrais interviewer, c'est qui devrait, c'est ça, à qui je devrais parler là, pour pouvoir mieux comprendre. Puis aussi, quels documents regarder, puis quels documents évaluer. Donc, voilà. Ensuite, pour l'analyse et l'interprétation des données, alors ça a été fait dans un processus itératif. Alors, pendant que je collectais les données, une fois que j'en ai eu un peu de collecté, j'ai commencé l'analyse et l'interprétation des données. Puis, le comité consultatif m'a aidé pour vraiment identifier les moments de la collecte, puis ensuite pour interpréter toutes ces données-là. Alors, pour moi, c'est vraiment une grosse partie du projet que d'être capable d'impliquer vraiment les parties prenantes là, dans le processus de recherche, puis de pouvoir avoir une participation active là, de leur part. Puis aussi, peut-être juste mentionner que les rencontres avec les enfants se faisaient aussi séparément d'avec les adultes pour vraiment pouvoir ramener leur perspective aux adultes. Ensuite, j'amenais la perspective des adultes aux enfants parce que les enfants me disaient qu'ils ne se sentaient pas à l'aise d'aller dans une rencontre comme ça avec les intervenants qui étaient leurs intervenants aussi là, dans le milieu de soins. Ça fait que pour eux, c'était plus problématique. C'est que c'est là aussi de reconnaître les différentiels de pouvoir et de trouver des moyens pour les aborder. Donc, maintenant, pour les résultats de recherche, alors, à quoi est-ce que ça a mené toute cette approche-là? Alors là, je vais vous présenter là, un survol là, des résultats. Puis aussi, si vous êtes intéressé à avoir plus de détails, là, à la fin, il y a dans les références là, 2 articles sur les résultats qui ont été publiés en lien avec ça, puis aussi un article sur la méthodologie, puis une analyse de concept. Donc, pour l'unité de soins, il y avait vraiment beaucoup de règles strictes dans le milieu de soins. Et la plus importante, selon les enfants, c'était vraiment écouter les adultes. Alors, à chaque fois que je leur demandais, comment ça se passe sur l'unité, juste une question ouverte, ben là, ils me parlaient des règles en place, de comment c'était et tout ça, puis que écouter les adultes, c'était la chose qui était la plus importante. Il y avait un horaire qui était très chargé sur l'unité de soins, donc il y avait des thérapies de groupe, l'école pendant 2 heures, des ateliers sur les habiletés sociales, des activités pour les fonctions exécutives, des thérapies individuelles. Alors vraiment, l'horaire, là, c'était très, très chargé pour les enfants tout au long de la journée. Il y avait un programme qui était en place aussi par rapport à la gestion des conflits, qui est un programme de l'Institut Pacifique qui est développé au Québec. Par rapport, par exemple, à je fais un message clair à leur dire comment on se sent, puis tout ça. C'est qu'il y avait des affiches comme ça un peu partout dans le milieu de soins. Puis c'était aussi ce qui était enseigné dans les ateliers d'habileté sociale pour les enfants. Pour l'unité de soins, ici, par exemple, j'ai un extrait d'une note de terrain. Les soignants m'ont expliqué que la structure qui est en place sert à arrêter. Ils ont dit structurer l'environnement de façon à ce qu'il y ait moins de situations de crise. Ils considèrent qu'un environnement strict est nécessaire pour que les enfants connaissent les limites. Alors, c'était vraiment de là, cette structure-là qui était plutôt rigide, disons, pour qu'ils disaient que les enfants puissent connaître les limites qui sont en place, puis que s'ils en feraient une limite, ben là, qu'ils sachent que c'était la ligne à ne pas dépasser. Il y a un enfant qui m'a expliqué par rapport à comment il voyait l'unité de soins. Il m'explique que lorsqu'un milieu est moins sévère, certains enfants ont de la difficulté et escaladent, dans le sens pour une crise. Il me donne l'exemple d'un autre enfant qu'il considère que s'il est dans un milieu moins sévère, il est encouragé à escalader. Et par moins sévère, il disait un milieu qui avait moins de limites, en fait. Et par rapport à la gestion de crise, il a dit « Ce n'est pas agréable ce que les intervenants font, il y a trop de règles quand tu es fâché. » Puis ça, ce qui référait, c'était vraiment au fait que si un enfant commençait, par exemple, à faire des comportements qui n'étaient pas des comportements qui étaient attendus, disons, selon les règles, ben là,
l'intervenant faisait une demande à l'enfant. Puis là, parfois, de par ces demandes-là, l'enfant voyait ça comme une nouvelle règle qui s'ajoutait. Puis que là, quand il était fâché, finalement, ça escaladait parce que là, c'était des nouvelles règles, des nouvelles règles, des nouvelles règles. Et là, c'est ça qui pouvait mener à une crise. Et là, si on regarde, c'était quoi l'objectif du milieu de soins pour les enfants? Alors, en herméneutique, Taylor parle du hyper good, c'est comme l'hyper bien. Donc, c'est vraiment comme le bien le plus gros, une valeur à laquelle toutes les autres choses devraient être évaluées quand on regarde c'est quoi qui est bien ou c'est quoi qui est mal moralement. C'est la chose à laquelle on se réfère toujours comme le standard, en quelque sorte. Et puis là, pour les intervenants, c'était vraiment que les enfants réintègrent une école régulière. Alors, c'était ça pour eux, l'objectif du programme, le but du programme. Ce qu'il fallait, c'était que les enfants puissent réintégrer une école régulière. Et puis, pour atteindre cet objectif-là, ben, les enfants étaient vraiment décrits comme devant respecter les règles en place, se conformer au groupe, donc les aspects sociaux, comportementaux, mais aussi acquiescer à toutes les demandes des adultes. Alors, ça revient un peu à comment les enfants aussi décrivaient le milieu de soins. Et puis là, l'effet de l'environnement, c'est que la structure et les normes en place contribuaient en fait de ce qu'on voyait à arrêter et à créer des situations de crise. Alors, les enfants percevaient les règles comme étant nécessaires, mais ils étaient en désaccord, par contre, avec plusieurs d'entre elles. C'est qu'ils voyaient comme inévitables et imposées. Alors, d'un côté, la structure était censée être là pour aider les enfants à pas escalader, mais d'un autre côté, elle pouvait mener aussi à des situations de crise. Puis, il y avait vraiment une tension entre deux approches qui apparaissaient. Donc, d'un côté, des intervenants qui pouvaient être plutôt autoritaires, donc avec un système de renforcement positif, négatif, l'enfant qui était plus vu justement comme un objet de soin sur lequel il fallait qu'il agisse pour qu'il cadre dans le comportement qui était attendu et qu'il respecte les règles. Mais selon cette perspective-là, c'est vraiment l'adulte qui a tout le pouvoir finalement. Et le plan de désescalade était uniforme et pareil pour tous les enfants. Donc, c'était la même approche. OK, tu fais ça, il faut peut-être t'asseoir à l'extérieur. Ensuite, on va t'arrêter, tu vas aller dans la salle d'isolement. Donc, il y avait vraiment une escalade comme ça des mesures. Puis ça, c'était en tension avec une approche plus collaborative basée sur l'écoute, dans laquelle l'enfant prenait plus part aux décisions. Puis des fois, on voyait vraiment même un changement que au début, c'était collaboratif, écoute. Puis là, à un moment donné, l'intervenant changeait. OK, on tombe dans l'autoritaire. Puis là, c'est l'autre approche là, qui est mise en place. Puis il y a un intervenant qui m'a dit, par exemple, en entrevue, il faut un équilibre entre encadrement, contrôle, sécurité et quand écouter, quand c'est le bon moment, quand c'est pas le bon. Ça pouvait même se voir des fois par fermer ou ouvrir la porte de la salle d'isolement aussi, puis le contraste que ça pouvait entraîner. Et puis là, en situation de crise, par exemple, c'était vraiment l'approche autoritaire qui primait. Puis là, ça pouvait mener justement avec la salle d'isolement, tout ça, puis le recours aux mesures de contrôle. Puis là, dans les notes, j'avais écrit, par exemple, quand les enfants sont en colère, l'intervenant commence à faire parfois un peu... Ah non, c'est un enfant qui m'avait dit ça. Quand les enfants sont en colère, l'intervenant commence à faire comme les enfants. Quand les enfants sont mauvais, l'enfant avait mentionné, ils deviennent méchants et les mettent à des places. Et par des places, se référait au banc, puis à la salle d'isolement, où il y avait une salle aussi plus de comme repos, là, avec des coussins. Donc, c'était ça qu'il voulait dire, mais c'est qu'il voyait comme si l'intervenant aussi devenait mauvais, finalement, quand il y a une situation comme ça arrivait. Et là, pour la perception sur les mesures de contrôle, pour le personnel soignant, il considérait que les mesures de contrôle étaient nécessaires dans certaines situations. C'est par rapport à l'intégrité physique, mais aussi comme une punition pour certains comportements. Et que c'était vraiment pour permettre à l'enfant de connaître les limites et que ça pouvait être même sécurisant pour l'enfant qui se fait arrêter. Par exemple, la salle d'isolement, sur le côté, c'était pas écrit salle d'isolement, mais c'était salle thérapeutique. Donc, c'était vraiment dans l'idée que c'est sécurisant pour l'enfant et que ça va l'aider à se contrôler lui-même. Et en contraste, pour les enfants, ils voyaient plutôt comme étant nécessaire dans certains cas, puis ils parlaient vraiment d'intégrité physique. Par exemple, il y a un enfant qui m'a dit une fois, tu sais, si je cours dans un mur puis je me cogne la tête, oui, s'il vous plaît, arrêtez-moi. Mais que sinon, si c'est parce que, par exemple, il y a
sourit à un moment qu'il n'était pas censé sourire, puis que là, ça l'a mené à une escalade. Mais là, il me disait que là, c'était dans ces cas-là, par exemple, qu'il considérait que c'était pas que c'était pas permis. Puis quand je dis sourire, c'est parce que c'est interprété comme étant malicieux de la part des intervenants, par exemple. Il y a des enfants qui ont décrit que c'était douloureux, que c'était mauvais, que ça les mettait davantage en colère. Certains aussi ont dit que ça leur faisait peur, qu'on considérait ça violent. Puis une autre chose, c'était que leur emploi n'était pas toujours expliqué. C'est que certains enfants disaient, quand je comprends pourquoi c'est expliqué, ça va, mais que sinon, c'était là qu'ils considéraient que c'était moins bien. Et puis là, ici, c'est l'exemple d'un enfant qui m'avait décrit qu'est-ce qu'il voyait comme étant une grosse crise. C'était la prof, elle dit d'aller au bureau calme et l'enfant dit non. Par prof, c'était l'intervenant. Des fois, l'enfant aussi, il mêlait beaucoup de milieu scolaire versus le milieu hospitalier parce que pour eux, ça remplaçait l'école et il y avait de l'école quand même. Là. Donc, la prof, elle dit d'aller au bureau calme et l'enfant dit non. Ensuite, la prof dit d'aller au bureau calme ou dans le coin calme et l'enfant continue de refuser d'y aller. Il explique que l'enfant est amené dans la salle de retrait et il le serre comme ça fait comme la compréhension humaine, il a mal. Je lui demande comment il sait qu'il a mal et il dit, je les vois pleurer. Ils disent des menaces et des gros mots. Il ajoute, la prof est en colère ou n'aime pas leur comportement. Quand je lui ai demandé s'il trouvait que ça c'était juste ou injuste, il a dit, je trouve ça moyen, c'est parce qu'il n'a juste pas respecté une règle, ça fait mal aux autres et c'est triste. Ça provenait d'un enfant qui n'avait jamais été lui-même en salle d'isolement ou n'avait jamais eu de contention, mais c'était vraiment de par tout ce qu'il voyait autour, puis comment qui interprétait finalement tout comment ça se passait pour la gestion de crise. Alors, on peut voir qu'il y avait en quelque sorte un double standard entre les adultes et les enfants dans la façon que c'était abordé. Là, on va aller un peu plus dans la discussion des résultats. Et dans les écrits, la loi avec les adultes, donc on peut voir que les mesures de contrôle, c'est censé vraiment être des mesures de dernier recours. Il y avait le terme exceptionnel en raison des nombreux risques qui sont associés. Mais quand on arrive avec les enfants, c'était pas perçu du tout de la même façon parce qu'il fallait apprendre aux enfants à mieux se comporter de par ces règles-là qui étaient en place et qui menaient à l'emploi des mesures de contrôle. Et puis, c'est là que, justement, on voyait ce double standard-là vraiment qui ressortait de façon assez claire. Et dans les conceptions de l'enfant, par exemple, dans les notes de terrain, j'ai demandé aux soignants quelle était leur vision des enfants. Est-ce qu'ils les voient comme pouvant être modelés via des techniques comportementales, parce que ces techniques-là étaient employées dans le milieu de soins, ou comme des personnes pouvant penser pour elles-mêmes et prendre des décisions. Puis ils se sont dit que c'était la dernière vision, mais que le renforcement positif et les conséquences sont une façon de leur montrer que ce qu'ils font est bien ou mal et que c'est fait dans leur meilleur intérêt. C'est que vraiment, toutes ces conceptions-là étaient vraiment très présentes dans comment les intervenants voyaient les enfants sur l'unité de soins. On voit qu'il y a vraiment cette tension-là qui allait toujours, comme j'ai présenté dans les résultats, entre les différentes approches. Alors, pour la notion de meilleur intérêt de l'enfant, les interventions comportementales et les mesures de contrôle sont employées vraiment dans le milieu de soins pour que l'enfant retourne à l'école dans son meilleur intérêt. Donc, ce que je parlais, le hyper good. Mais qui définit ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant? Est-ce que l'enfant était consulté? Est-ce qu'on parle bien de l'intérêt de l'enfant? C'est là que c'était vraiment moins clair si l'enfant faisait vraiment partie de ces discussions-là. Puis, est-ce que l'enfant est un agent moral dans ce sens-là? Peut-être pas autant. Ce serait plus des enfants que je dirais qui sont des êtres en devenir. Donc, ils doivent se conformer, respecter les normes, acquiescer aux adultes, qui savent, eux, ce qui est dans leur meilleur intérêt. Mais avec les enfants, sont vraiment plus vus comme un investissement pour l'avenir plutôt qu'un agent moral qui peut prendre des décisions, parce que l'enfant prend des décisions en fonction de ce qu'il considère comme bien ou mal, mais qui n'est pas nécessairement la même chose qu'avec les adultes. Puis c'est là qu'il y a une non-reconnaissance de leur expérience morale, puis que les adultes font figure d'autorité morale, mais que c'est pas entre les deux que c'est fait, mais c'était vraiment de façon plus unilatérale. Puis pour les enfants, en fait, ce qui était pour eux le hyper good, le bien le plus grand, c'était de pouvoir se faire des amis. C'est que pour eux, c'était pas tant de retourner à l'école, mais de pouvoir être avec d'autres enfants, puis se faire des amis avec d'autres enfants. Et puis c'est là que ça rejoignait pas toujours qu'est-ce que les intervenants voyaient aussi. Donc on voyait qu'il y avait deux différentes valeurs là, qui étaient là. Donc pour les implications de
toutes ces visions-là, ces résultats-là, ben, pour moi, ce serait de concevoir la notion de meilleur intérêt de l'enfant comme étant informé par l'expérience et la perspective des enfants. C'est que c'est pas dire de prendre juste ce que les enfants disent, c'est ça qu'on va faire et ça finit là, mais c'est vraiment de chercher à faire un rapprochement avec les enfants. Donc, être attentif et reconnaître ce qui est significatif pour eux, par exemple, leur hypermood à eux, puis de travailler avec eux avec cette vision-là, tout en étant conscient que peut-être que les intervenants, eux, ont une vision différente, mais de voir comment essayer de faire un rapprochement entre les deux. Et puis, les interventions comportementales dans le milieu de soins étaient basées sur certaines prémices en lien avec la conception des enfants qui, pour moi, devraient être appelées à changer. Parce qu'on voyait vraiment que ça créait une grosse tension aussi là, dans la façon que les soins étaient donnés, puis ça escaladait vraiment beaucoup les crises aussi quand l'intervenant passait d'une approche collaborative à tout d'un coup une approche qui était vraiment plus autoritaire. Donc, il y a un parallèle ici avec le domaine des études interdisciplinaires de l'enfance que je mentionnais au début. Comme quoi que, justement, si on reconnaît une certaine agentivité morale chez les enfants, ben, ça pourrait amener un changement là, dans les conceptions, dans la façon que les interventions sont faites. Puis si on regarde aussi les travaux sur la gestion de crise avec les adultes, ben maintenant, c'est la norme que les mesures de contrôle, c'est censé être une mesure vraiment exceptionnelle. C'est pas censé être quelque chose qu'on utilise pour montrer un comportement, par exemple. C'est plus quelque chose qui est considéré éthiquement permis, mais avec les enfants, ça l'était encore. Donc, de voir à travailler là, sur ce double standard-là aussi. Donc, en somme, basé sur toute cette étude-là que j'ai effectuée, puis toutes les différentes réflexions qu'on a eues, puis avec le comité consultatif et tout, ben pour moi, je souhaite qu'on puisse vraiment essayer de donner une plus grande place, finalement, une plus grande reconnaissance pour avoir ce rapprochement-là avec les enfants, en reconnaissant leur agentivité morale, puis essayer de voir comment on peut, oui, toujours essayer de regarder comment définir le meilleur intérêt, mais d'informer la définition de ce meilleur intérêt-là par les perspectives des enfants aussi, pour être capable de voir dans le futur comment on pourrait réussir là, à tout amener ça concrètement là, dans les milieux de soins pour avoir des soins qui sont aussi plus éthiques puis plus en phase avec comment les enfants eux-mêmes là, vivent toutes ces expériences-là et c'est quoi leurs objectifs aussi à eux, puis de mettre ça en parallèle, pas en parallèle, mais vraiment en rapprochement avec les perspectives aussi des adultes qui sont autour des enfants et qui sont là pour les aider. Donc, voilà. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis, je suis sûre que ça, avec Jean, on va pouvoir avoir une discussion très intéressante par la suite par rapport à tout ça. Alors, je vous remercie.